Bonsoir, bienvenue dans ce webinaire. On va attendre quelques minutes afin que tout le monde puisse se connecter tranquillement. On va commencer bientôt. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes nombreux et nombreuses en train de vous connecter actuellement. On attend encore quelques minutes et on va bientôt commencer. Bonsoir, bienvenue à toutes et tous. Je suis Mélanie Veillot, je suis chargée de communication sur la campagne Agriculture de Greenpeace France. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce webinaire intitulé l'hexane, un solvant toxique dans notre alimentation. Merci d'être si nombreux et nombreuses pour ce webinaire. Je suis accompagnée de Laurent, Anaïs et Alexia de l'équipe communication de Greenpeace. Ce webinaire vise à vous présenter ce qu'est l'hexane, afin de comprendre pourquoi et comment nos aliments du quotidien sont potentiellement contaminés par des résidus d'hexane, ce solvant toxique issu de la pétrochimie. Nous sommes ravis d'accueillir deux experts aujourd'hui. Guillaume Coudray, qui est journaliste d'investigation et auteur du livre De l'essence dans nos assiettes, enquête sur un secret bien huilé, aux éditions La Découverte. Guillaume est spécialiste des pratiques de l'industrie agroalimentaire et a notamment révélé l'impact des nitrites dans les produits de charcuterie et ainsi contribué à une prise de conscience majeure. Sandy est chargée de campagne agriculture à Greenpeace France. Elle est co-rédactrice du rapport d'investigation Nos aliments contaminés à l'hexane, le groupe agroalimentaire Avril au cœur d'un scandale sanitaire, publié en septembre dernier. Avant de commencer, quelques points techniques. Ce webinaire va durer 1 heure environ, dont une petite demi-heure de questions-réponses après les présentations de nos experts. Concernant les interactions, le chat sera fermé pendant l'intégralité du webinaire pour des questions de modération et d'accessibilité. Vous pouvez néanmoins poser vos questions à tout moment via l'onglet Q&R situé en bas de votre écran. Nous les regrouperons pour la session de questions-réponses en fin de webinaire. Vos questions ne seront pas visibles, mais seront bien prises en compte par mes collègues. Si vous rencontrez des problèmes techniques, utilisez aussi l'onglet Q&R pour nous faire part de vos soucis et mes collègues feront de leur mieux pour vous aider. Sans plus attendre, je cède la parole à Guillaume pour le début de la présentation. Bonjour à tous et ravi de voir qu'il y a autant de monde. Alors, on va parler de l'hexane, ce solvant qui est utilisé pour la fabrication d'une multitude d'aliments, notamment l'huile végétale, celle que on consomme soit en bouteille, soit dans les ingrédients, dans les aliments du quotidien, hein, parce qu'on utilise beaucoup d'huile pour fabriquer les pâtisseries, la margarine, etc.
Alors, d'une part, on va parler cet hexane. Je vais vous expliquer ce que c'est et vous expliquer comment eux l'utilisent. Et on va, dans un deuxième temps, expliquer pourquoi c'est un problème. Pourquoi c'est un problème qu'on utilise ce fameux hexane dans l'alimentation, euh, et cela sur toute la planète. Hein. Depuis une centaine d'années, on a commencé à utiliser et ça c'est devenu aujourd'hui totalement majoritaire, notamment dans les productions européennes, nord-américaines, mais ça continue à se répandre sur la planète. Alors, qu'est-ce que c'est l'hexane? L'hexane, c'est un hydrocarbure. C'est donc un produit qui ressemble beaucoup au white spirit ou au dissolvant qu'on utilise par exemple pour dissoudre le vernis des ongles. Bon, c'est un hydrocarbure donc, qui a une particularité spécifique, c'est qu'il réagit très fortement avec les graisses, les lipides. C'est pour ça qu'il a été choisi. Comment on fabrique l'hexane? Donc c'est fabriqué par les groupes pétroliers, c'est fabriqué soit à partir du pétrole, soit à partir du gaz. C'est un sous-produit du raffinage du pétrole ou du gaz. Donc, à quoi ça sert? Ça sert, d'une part, on peut s'en servir pour dissoudre les graisses à l'atelier, on peut s'en servir, on s'en est longtemps servi dans l'école, on s'en est servi par exemple pour faire des aérosols dont se servaient les garagistes pour nettoyer les moteurs, tout ça est arrêté. Aujourd'hui, l'usage principal qui subsiste, aussi choquant que ça puisse paraître, c'est dans l'alimentation, dans l'industrie agroalimentaire pour traiter les oléagineux. Les oléagineux, c'est les graines qui contiennent beaucoup d'huile. Et c'est notamment le colza, le soja et le tournesol. Alors, l'hexane va être surtout utilisé en France pour fabriquer, pour ce qui concerne les huiles de tournesol et les huiles de colza. Hein. L'huile de soja, on ne la consomme pas tellement. Mais on l'utilise beaucoup pour fabriquer ce dont je vais vous parler à un certain moment, ce qu'on appelle les tourteaux qui servent à l'alimentation des animaux. Alors, comment on se sert de cet hexane? Cet hexane, donc, c'est un liquide qui se vaporise assez facilement. C'est un liquide, comme je vous l'ai dit, qui ressemble beaucoup au white spirit avec lequel on dissout la peinture, par exemple. Alors, comment on s'en sert? on, on fait arriver les graines, hein, vous voyez le numéro 1, on fait arriver les graines qui arrivent soit par bateau, soit barge, soit par camion souvent, soit par wagon de train, euh, les graines de colza, de soja, de tournesol, et elles sont d'abord préparées, c'est-à-dire nettoyées. Puis on passe à la phase 2, la première pression qui est une pression mécanique. Ça veut dire que comme en bon vieux temps, on appuie, on presse les graines de façon à faire sortir le maximum d'huile simplement par ce qu'on appelle ce moyen mécanique. Sort de ça de l'huile d'un côté et de l'autre côté du tourteau. Le tourteau, on va s'en servir pour l'alimentation des animaux. On passe à la phase 3, ça c'est le cœur du procédé, ça c'est le cœur du scandale, on va dire, c'est l'extraction chimique à l'examen. C'est-à-dire que une fois qu'on a effectué la première pression mécanique, eh bien, on obtient en fait le reste, et dedans, il y a encore de l'huile. Et ça, les industriels, ça leur plaît pas tellement de laisser de l'huile dans le tourteau. En réalité, elle n'est pas perdue, cette huile, hein, parce que le tourteau, on s'en sert pour alimenter les animaux. Donc, si on ne l'utilisait pas par extraction chimique, on pourrait de toute façon l'utiliser, elle ne serait pas perdue, cette huile, elle irait nourrir les vaches, les cochons, les poulets. Mais d'un point de vue du profit, c'est plus intéressant d'obtenir plus d'huile parce que l'huile, on peut la commercialiser aux humains, alors que l'alimentation des animaux, elle est moins bien valorisée. Donc, on a recours à cette extraction chimique à l'hexane. Comment on fait? Les flocons des graines, on les balance dans des énormes réacteurs qu'on appelle des extracteurs. Et dans ces extracteurs, les flocons de graines pressées sont soumis à un bain d'hexane. Et naturellement, puisque c'est la fonction de l'hexane de dissoudre les graisses, eh bien, l'hexane va séparer la graisse des protéines. Et puis après,
On va récupérer d'un côté un produit qui s'appelle le micella. Et le micella, donc c'est en phase 4, le micella est séparé, c'est-à-dire on le processe dans d'autres machines qui vont séparer en fait le maximum d'huile du solvant. Donc c'est du solvant, il faut bien comprendre que l'huile, elle a été baignée dans un bain de solvant, et là, en phase 4, on essaye de séparer, de récupérer le maximum de solvant pour qu'il n'y ait pas de solvant dans l'huile alimentaire qu'on va manger. Puis après, phase 5, le point à droite en rouge, on recycle l'hexane, c'est-à-dire que les vapeurs d'hexane sont refroidies, transformées en liquide, nettoyées, et c'est réinjecté pour refaire un cycle, pour récupérer cet hexane. Puis 6, raffinage de l'huile brute, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré, qu'on a séparé le maximum d'hexane qu'on a réussi à récupérer de l'huile, eh bien on raffine cette huile, on la désodorise, on la désolvante encore, on va la faire passer dans toutes sortes de machines, ce qu'on appelle la winterisation, la décolorisation, la neutralisation, la démucilisation, afin de séparer le maximum l'huile qu'on va pouvoir mettre en bouteille, et c'est celle que vous allez retrouver dans vos commerces. Alors, une précision importante, l'huile issue du processus Alexane, elle n'est pas vendue pure directement comme ça dans les commerces, elle est mélangée à l'huile de première pression, de la première pression mécanique qu'on a mentionné au point 2, et c'est ça qui est donc ce mélange d'huile de pression et d'huile alexane, à peu près 20% vient de l'huile alexane, qui est directement utilisée soit dans la fabrication des aliments, les plats transformés, les pâtisseries, la margarine, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis surtout l'huile en bouteille qu'on va trouver dans les commerces, sauf l'huile d'olive. Pour l'huile d'olive, on n'utilise jamais d'hexane parce qu'il y a tellement de graisse dans l'olive qu'il n'y a pas besoin de recourir à ce système. Dernier point de la page, vous voyez le tourteau destiné à l'alimentation de l'élevage. Donc c'est le deuxième produit, huile de table d'un côté, tourteau, qui est produit, et tous les deux en fait ont été obtenus grâce à l'hexane. On peut passer à la slide suivante pour vous expliquer quel a été le problème en fait dans ce passage à l'assiette. Je reviens sur le point qui est essentiel dont je viens de parler rapidement, c'est qu'il faut bien comprendre ce processus, et généralement pour le public, c'est une surprise. C'est pour ça que moi j'ai intitulé mon livre Enquête sur un secret bien huilé. Aujourd'hui, un rapport parlementaire a été rendu qui a encore souligné qu'il y avait toute une part de secret. C'est-à-dire que le consommateur, globalement, alors peut-être que vous êtes déjà sensibilisé à la problématique hexane, mais globalement, jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'au rapport de Greenpeace, jusqu'à mon livre, globalement, c'était un secret bien gardé. Il est rare que les consommateurs du grand public sachent que l'huile qu'ils consomment, y compris les marques premium, y compris les marques qui sont valorisées avec des allégations santé plus ou moins solides, sont en fait obtenues pour partie avec un processus par hydrocarbures. Donc je reviens là-dessus. D'un côté, cet extracteur central au processus qui est structurant pour la filière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel des huiles alimentaires ont été obtenus par ce processus à l'hexane, qui vous donne d'un côté à droite, vous le voyez au point 2, les deux coproduits, donc huile de table prête à la consommation. Soulignons aussi, donc je l'ai dit, margarine, mais aussi la lécithine de soja, par exemple, qu'on va retrouver pour faire le cacao. On peut utiliser également de l'hexane pour fabriquer des arômes alimentaires, y compris pour certains cosmétiques. Pour toutes sortes de produits, on va utiliser ce puissant solvant qui sépare les substances actives des protéines. Et puis à gauche, les tourteaux des huilés qui vont être donnés à manger. Alors là, on a représenté un bovin, une vache, sans doute une vache laitière, mais l'essentiel de la consommation va être destiné, alors bien sûr d'une part aux vaches, mais aussi l'essentiel va aller aux porcins, hein, aux cochons et aux poulets, aux volailles, chez qui l'alimentation par tourteau représente une part considérable de la ration alimentaire. Et vous n'êtes pas sans savoir que
l'essentiel dans l'élevage industriel, c'est de favoriser en fait un gain de poids rapide, puisqu'il ne s'agit pas d'entretenir des animaux très longtemps. Donc le tourteau déshuilé grâce à l'hexane a ce pouvoir intéressant d'un point de vue industriel qu'il permet une croissance plus rapide que le tourteau quand il contient encore de l'huile. Alors le problème, et c'est pour ça qu'il y a le rapport Greenpeace, c'est pour ça qu'on en parle ce soir, le problème, c'est que par ces deux voies, la voie de droite, huile de table, et les autres produits dont j'ai parlé, margarine, etc., etc., et la voie de gauche, les produits qui passent par l'alimentation des animaux, donc après qui vont passer dans le ventre des bovins, des porcins, et puis donc après dans leur système, eh bien le problème c'est la présence de résidus à des doses infimes. Hein. Les industriels disent non mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Oui, c'était secret, mais c'était secret parce que il n'y a pas de raison d'en parler. Mais de toute façon, il n'y a pas de sujet parce que en fait, les doses résiduelles d'hexane qui restent à la fois dans les produits de consommation grand public, huile de table, margarine, etc., et d'autre part dans les produits issus de la filière animale, en fait, l'hexane est présent à des doses tellement infimes, disent les industriels, que en fait, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet sanitaire, il n'y a pas de sujet de santé. Tout ça est contrôlé, disent-ils, et c'est vrai qu'ils sont toujours au-dessous des doses autorisées, et ça c'est capital. Mais c'est là où le bas blesse. Est-ce que les doses autorisées sont suffisamment protectrices pour la santé? Le rapport de l'agence européenne EFSA, hein, l'agence sanitaire européenne, rendu en septembre 2024, donc il y a un peu plus d'un an, souligne que non, les doses actuelles telles euh, euh, qu'elles ont été fixées par la réglementation il y a 30 ans, hein, 1996, sur des études des industriels qui remontaient à 1989 notamment, qui avaient été effectuées sur des rats, ne sont pas suffisamment protectrices. Le problème donc, c'est que avec les produits qui ont subi une extraction à l'hexane, les huiles et les produits d'origine animale qui, eux, sont issus d'animaux qui ont mangé du tourteau à l'hexane, eh bien on se retrouve avec des résidus d'hexane dans nos assiettes. On va passer à la slide suivante pour vous expliquer en fait c'est quoi la conséquence de cette présence d'hexane. Alors là, le tableau, c'est le tableau que vous pourrez retrouver dans le rapport qui est en téléchargement gratuit sur le site de Greenpeace, que certains d'entre vous ont certainement vu déjà. C'est le bilan sanitaire alarmant de l'hexane. N-hexane, en fait, c'est un des composants de ce qu'on appelle l'hexane technique ou l'hexane commercial. Là, c'est le bilan vraiment à minima. C'est la version la plus sûre parce que Sandy Olivar-Calvo et Julia Scanova, qui coordonnaient ce rapport, voulaient vraiment ne mettre que les choses les plus solides, totalement validées à 100%, totalement assurées d'un point de vue scientifique. Dans mon ouvrage, en fait, dans mon livre, je montre qu'en fait, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin en rassemblant, en parlant directement avec les scientifiques. On peut dire que le degré à minima, en fait, est déjà inférieur à ce que l'on peut suspecter. Par exemple, la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, il y a énormément d'éléments qui montrent que, comme vous le voyez en quatrième point, hein, à partir du haut, suspecté chez les humains, bon, oui, c'est suspecté, mais par exemple, il y a de plus en plus d'éléments en fait qui montrent ça. Et par exemple, sur ce qu'on appelle le syndrome parkinsonien, c'est encore plus fort que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, quels sont les risques de la présence de résidus d'hexane chez les humains? C'est, je dirais, deux parties ultra solides, ultra connues. C'est la neurotoxicité, ça veut dire toxicité pour le système nerveux, neurologique, système nerveux. Et puis deuxième, c'est le troisième point, c'est la reprotoxicité, d'accord? Toxicité pour le système reproducteur, chez l'homme comme chez la femme. Et puis,
Troisième point qu'on a mis au milieu, le potentiel perturbateur endocrinien, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'il y a d'émergent, d'accord? C'est le risque émergent lié à l'hexane. Comme vous le voyez, on a mis qu'il était suspecté chez les humains et il est suspecté chez les animaux. Mais si on se concentre, puisque mon temps est limité, sur ce qui est le plus solide, le plus confirmé, c'est la neurotoxicité, le premier point, et la reprotoxicité, le troisième point. Ce que vous voyez dans le petit nuage noir à gauche, toxicité chronique du N-hexane. Chronique, ça veut dire chronos, hein, c'est le temps, ça veut dire que c'est la toxicité au fil du temps, grâce à cause d'une accumulation au fur et à mesure par des petites doses répétées. Ben oui, puisque c'est par l'alimentation, c'est ça le risque. Hein. C'est pas une inhalation soudaine, par exemple, d'un nuage d'hexane, comme on pourrait se trouver dans une usine qui manipule de l'hexane. C'est le risque là dont on parle et qui fait l'objet du rapport et de mon livre, c'est cette intoxication chronique, ça veut dire chronos, au fil du temps, et qui va créer des maladies chroniques qui se développent au fil du temps à cause du N-hexane, donc de l'hexane, et de ce qu'on appelle le métabolite, encore un mot technique pour dire le métabolite, c'est le produit de transformation. Et le métabolite en question, c'est ce qu'on appelle la 2,5 hexanédione, donc 2,5 HD, c'est ce que vous voyez au-dessous. Qu'est-ce que c'est la 2,5 hexanédione? C'est très important de le comprendre. C'est le produit, c'est la molécule que fabrique notre corps dans le foie quand il identifie qu'il y a de l'hexane, qui a été soit inhalé, soit ingéré. Notre corps humain, mais c'est la même chose chez la plupart des mammifères, identifie que cet hexane n'est pas bon pour la santé, donc essaye de le détoxifier, essaye de s'en séparer. La technique du corps pour faire ça, du foie, c'est de le séparer, de le fragmenter, on va dire. Et donc le foie humain fragmente et décompose et oxyde notamment l'hexane. Malheureusement, en essayant de se séparer, de faire disparaître l'hexane, il fait apparaître un métabolite, donc un produit de décomposition qui est totalement neurotoxique, qui est un produit ultra neurotoxique. Je ne dis pas ça par alarmisme, mais c'est juste que les neurotoxicologues expliquent que la 2,5 hexanédione est une molécule avec laquelle on peut même déclencher des maladies artificielles dans des modèles animaux. Donc c'est vraiment un neurotoxique totalement confirmé. Malheureusement, c'est ça qui est issu de la décomposition de l'hexane. Donc je reviens rapidement. Très rapidement, Neurotoxique. Guillaume, car le temps nous est compté ce soir. Voilà, je vais très vite. Donc, neurotoxicité, premier point. Donc, prouvé chez les humains, ça va être ce qu'on appelle les neuropathies. Les neuropathies, en fait, c'est des intoxications, c'est des pathologies qui atteignent les nerfs, le système nerveux. Le système nerveux, je vous rappelle, hein, c'est le système nerveux, euh, c'est le cerveau, c'est la moelle épinière et c'est le système nerveux périphérique. Officiellement, jusqu'à maintenant, on a toujours considéré que l'hexane, d'un point de vue réglementaire, était surtout responsable, prouvé, de neuropathie du système nerveux périphérique. En réalité, comme vous le voyez, maladie de Parkinson, mais également déficience visuelle, ça c'est le système nerveux central. Deuxième point, et puis je vais m'arrêter là, donc je récapitule. Reprotoxicité, c'est-à-dire toxicité chez les humains, bien sûr toxicité chez les animaux, mais donc problème de fertilité féminine, c'est-à-dire que l'hexane va aller abîmer en fait les cellules qui protègent en fait et qui couvrent, on va dire, les ovaires, et donc qui vont créer un problème de fertilité très sérieux qui est totalement, parfaitement identifié à la fois dans les études épidémiologiques, mais également dans les études de laboratoire in vitro. Et puis pareil, chez la toxicité, les dommages causés à la fertilité masculine, là on a mis les rats, mais également chez les humains, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, l'hexane et les 2,5 hexanédiones vont aller en fait abîmer la spermatogénèse, c'est-à-dire la fabrication du sperme. Et le dernier point essentiel sur lequel je vais m'arrêter, c'est la toxicité pour l'embryon, c'est-à-dire que malheureusement, l'hexane passe tous les filtres de protection de l'organisme, et notamment la paroi en fait entre le système digestif et le milieu intérieur, et le sang, on va dire, mais surtout et puis par ailleurs ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière entre le sang et le cerveau, le système nerveux, mais peut-être encore plus grave,
et le peut-être, il est sur la gravité, il n'est pas sur le fait que est-ce que ça se passe ou pas, c'est le fait que l'hexane passe la paroi placentaire. Et quand une maman mange des produits qui contiennent des résidus d'hexane, eh bien, ces résidus d'hexane vont se retrouver dans l'embryon. Inutile de vous dire que la fragilité de la construction du système nerveux, ce qu'on appelle les fenêtres de fragilité, les fenêtres pendant le neurodéveloppement, le développement de l'embryon et de la toute petite enfance, c'est courir un risque considérable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce sujet euh, d'urgence et de précaution qui doit être mis en œuvre autour de l'examen. Je passe la parole à... Merci pour votre écoute et je repasse la parole à Mélanie. Merci beaucoup Guillaume. N'hésitez pas à poser vos questions à Guillaume dans l'onglet Q et R, questions et réponses en bas de votre écran et on y répondra à la fin des présentations. Et donc, nous allons maintenant écouter Sandy Olivar-Calvo, qui est chargée de campagne agriculture et alimentation à Greenpeace France. Sandy, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous et merci beaucoup d'être présents aussi nombreux et nombreuses sur ce sujet. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Mélanie. Merci beaucoup. Alors, sur ce bilan sanitaire que vient d'exposer Guillaume Coudray, moi, je vais vous faire plus une présentation dans un premier temps sur la réglementation européenne autour de l'hexane et je vais tenter de vous expliquer de la manière la plus pédagogique possible en quoi et pourquoi la réglementation actuelle ne nous protège pas, ne protège pas les consommateurs et pourquoi il faut la faire évoluer et comment nous, on espère et on aspire à la faire évoluer. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut avoir en tête, ça a été en partie évoqué, c'est que la réglementation, elle date de 1996. Elle est fondée, donc elle a plus de 30 ans, cette réglementation qui a plus de 30 ans et qui a été fondée sur, malheureusement, une unique étude de 3 mois en ingestion sur des rats. Donc, c'est-à-dire que l'étude qui a fondé la réglementation actuelle date de plus de 30 ans, est basée sur une étude très ancienne et une étude très courte qui ne nous permettait pas à l'époque d'avoir la connaissance totale du bilan sanitaire qui vient d'être dressé. Par ailleurs, en 30 ans, les exigences, ce qu'on appelle les exigences toxicologiques, elles ont largement évolué. Donc aujourd'hui, si on devait réévaluer l'hexane, le N-hexane précisément, celui-ci devait représenter des études très spécifiques, notamment sur le fonctionnement endocrinien ou sur la réprotoxicité, euh, ou des études qui prendraient en compte ce qu'on appelle, ce qu'appellent les études, les unités, enfin les autorités européennes, les fenêtres d'exposition particulièrement sensibles. Donc ça veut dire pour les populations sensibles, donc c'est-à-dire les embryons, le moment de l'enfance, de la puberté, de la grossesse, etc. Et tout ça devrait donc maintenant, ces exigences toxicologiques beaucoup plus, ce niveau d'exigence toxicologique est beaucoup plus ambitieux actuellement. Et donc, pour toutes ces raisons, on peut largement estimer que si le N-hexane faisait aujourd'hui l'objet d'une nouvelle réévaluation avec toutes ces données sur la table, il serait certainement pas réautorisé. Ça, c'est le premier point central. Donc, ce côté obsolète, cette réglementation qui date et sur la base d'études toxicologiques obsolètes. Deuxièmement, euh, on n'a pas aujourd'hui ce qu'on appelle de dose journalière admissible. Donc ça, c'est un terme un peu technique. Donc c'est les DGA, les doses journalières admissibles. Et aujourd'hui, c'est une norme qui permettrait, si on avait une DGA, donc c'est-à-dire la quantité estimée d'une substance présente dans les aliments ou dans l'eau potable, mais là en l'occurrence dans les aliments qui pourraient être considérés comme quotidiennement non dangereuses. Donc si on avait cette DGA, ce qui n'existe pas aujourd'hui, il faudrait déjà qu'on en ait une et celle-ci aboutirait certainement à une DGA tellement ambitieuse, ce qui veut dire qu'il faudrait avoir très très peu de résidus d'hexane et donc in fine que ça aboutirait à une première forme d'interdiction. Ce qu'il faut également avoir en tête et que j'ai pas dit en prélude mais qui est essentiel, c'est que l'hexane c'est considéré comme c'est classé au niveau européen comme un auxiliaire technologique. Donc ça veut dire que
du fait de sa classification dans les auxiliaires technologiques, il n'y a aucune obligation de la part des industriels à noter la potentielle présence de résidus d'hexane dans leurs aliments. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si un triturateur, si un industriel utilise de l'hexane pour extraire de l'huile des graines oléoprotéagineuses, il n'a aucune obligation de mentionner sur le paquet, et donc vous n'avez aucune possibilité de trouver la mention hexane sur les packaging des produits que vous consommez. Ce qui est, du coup, en termes de transparence vis-à-vis du consommateur, extrêmement problématique. Donc ça, c'est un peu les premiers éléments critiques qui encadrent cette réglementation. Et je voudrais dire que sur l'aspect aussi obsolète, daté de cette réglementation, c'est pas Greenpeace qui le dit, nous, c'est des termes qu'on a décidé de qualifier et d'utiliser en se basant sur des termes de l'EFSA, de l'Agence de sécurité européenne des aliments, qui met en place un processus de réévaluation sur lequel je vais revenir juste après, mais qui, dans le cadre de ce processus de réévaluation, a elle-même dit, donc l'autorité européenne de sécurité des aliments, qui a elle-même dit que les données qui aujourd'hui encadrent l'hexane et les données qui permettent du coup son encadrement réglementaire sont considérées comme insuffisants pour assurer aujourd'hui l'innocuité de l'hexane et donc assurer la protection des consommateurs. Le deuxième point qu'il faut avoir, le dernier point, pardon, qu'il faut avoir en tête et qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation européenne n'encadre pas les résidus d'hexane dans les produits d'origine animale. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on vient de le voir par le biais du processus industriel qui a été expliqué par Monsieur Coudray avec les visuels à l'appui. Aujourd'hui, dans le processus industriel, on se retrouve avec ce qu'on appelle deux coproduits, des huiles directement destinées à l'alimentation humaine et des résidus des graines qui ont été triturées, qui sont du coup utilisées ensuite sous forme de tourteaux destinés à l'alimentation des animaux d'élevage. Et donc, on se retrouve avec des potentiels résidus d'hexane dans une diversité d'aliments, à la fois les huiles et à la fois les produits d'origine animale, par le biais des animaux qui ont consommé des tourteaux avec des résidus d'hexane. Donc, c'est extrêmement euh, inquiétant que aujourd'hui la réglementation européenne ne couvre absolument pas, ne prenne pas en compte qu'il y a une voie d'exposition potentielle au-delà des huiles qui est la voie d'exposition par le biais des produits d'origine animale. Et ce, alors même qu'on sait que, et ça c'est par le biais de l'analyse de plans de gestion qui sont rendus publics par les industriels, alors même qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est jusqu'à 60% que c'est jusqu'à environ 60% que les pertes d'hexane, elles se situent dans les tourteaux. Donc en fait, on sait qu'une grande majorité des résidus d'hexane se retrouvent dans les tourteaux et in fine du coup dans les produits d'origine animale. Et donc c'est évidemment extrêmement alarmant que toute cette partie de l'alimentation-là ne soit pas couverte par la réglementation en cours. Et donc on peut passer à la slide suivante. Euh, Merci beaucoup. Ce qui peut du coup donner, ce qui a participé à créer l'alerte autour de l'hexane, en plus de notre rapport et du livre de Monsieur Coudray, c'est que depuis 2 ans, les risques qui sont liés à l'exposition chronique au N-hexane, elles sont de plus en plus reconnu dans deux processus de reclassification, de réévaluation de l'hexane au niveau européen. Je m'explique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'actuellement, il y a deux processus en cours à connaître et à comprendre en tant que consommateur et qui peuvent influencer le futur règlement autour de l'encadrement autour de l'hexane. Le premier, c'est qu'on a un processus qui est mis en œuvre par l'EFSA, qui est l'autorité européenne de sécurité des aliments que je citais juste avant, qui est l'autorité qui est censée fournir des éléments scientifiques aux décideurs politiques européens en matière de sécurité des aliments. Donc on a un premier processus et une première reclassification en cours du côté de l'EFSA, et on a un autre processus de reclassification du côté de l'ECHA, qui est l'Agence européenne des produits chimiques, qui vise à sécuriser l'usage des produits chimiques. L'hexane étant un solvant pétrochimique, il est encadré aussi et analysé aussi par cette autorité européenne-là. Du côté de l'EFSA, ce qu'il faut retenir et ce qui est essentiel et ce qui permet de participer à confirmer l'alerte que nous on lance, c'est qu'en septembre 2024, l'EFSA
elle a publié un rapport, comme je le disais, qui soulignait qu'il était nécessaire de réévaluer le N-Hexane, qu'il était nécessaire de revoir la réglementation autour de l'hexane, pardon. Et donc, in fine, suite à tout un processus européen assez complexe, la Commission européenne, elle a demandé à l'EFSA de s'autosaisir, et donc celle-ci s'est autosaisie et a documenté et a mené un rapport qui a été publié en septembre 2024, qui a abouti à ce que je disais tout à l'heure, à des termes par l'EFSA en personne qui dit, je cite, les informations fournies par l'étude de 90 jours, donc l'étude dont on parlait qui a permis de fonder la réglementation actuelle sur les rats, ne sont plus jugées comme suffisantes pour conclure de manière adéquate à la sécurité de l'examen technique. Donc, tout ça pour dire que même du côté de l'EFSA et de cette autorité européenne, il y a des alertes, il y a des critiques autour de l'autorisation et de la réglementation au cours autour de l'EFSA. Du côté de l'ECA, il y a plusieurs choses à retenir, mais la prioritaire, c'est que durant les dernières années, le N-hexane, par cette agence, il a été reclassé de neurotoxique suspecté à neurotoxique avéré pour l'être humain par cette agence. Donc ce reclassement qui est assez récent, nous conforte et confirme tout un tas d'études scientifiques qui étaient déjà sur la table sur l'aspect neurotoxique avéré de ce solvant pétrochimique, ce qui participe d'ailleurs et ce qui a fait qu'il a été reclassé sous un terme assez complexe qui s'appelle les substances extrêmement préoccupantes, notamment en raison de sa neurotoxicité sévère. Donc tout ça pour dire que les processus de réévaluation en cours vont dans le sens et participent à sonner l'alerte sur la nécessité de mettre à jour cette réglementation européenne et même d'aller et de ne pas attendre au niveau français pour protéger la santé des consommateurs. On peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc, dans cette perspective-là, nous, chez Greenpeace France, vous avez certainement vu cette photo si vous vous êtes intéressé au sujet. On a décidé de tester avec un laboratoire indépendant et universitaire une quantité de produits afin de tenter de voir si on trouvait des résidus d'hexane considérés comme significatifs, si on trouvait des résidus d'hexane dans les produits qu'on avait testés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a décidé de tester deux typologies de produits qui sont en lien avec ce processus, ce processus industriel qui a été présenté par Guillaume au tout début. On a décidé de tester des huiles et on a décidé de tester des produits d'origine animale. Donc toujours sur cette logique, il y a on va dire, deux principales voies de contamination. On a testé 56 produits de marques différentes, donc d'huile, de beurre, de lait infantile, de viande de poulet, des œufs également qu'on a testé, mais dans lesquels on n'a pas retrouvé des résidus. Et c'est pour ça qu'on n'a pas mis les photos pour ne pas porter à confusion, mais je le dis du coup aussi pour des questions de transparence, ainsi que des tourteaux. Et donc, quand on fait le calcul de de toutes ces analyses sur ces 56 produits, on a retrouvé des résidus d'hexane dans près de deux tiers des produits, ce qui, pour nous, participe à confirmer qu'on peut retrouver des résidus d'hexane dans une diversité d'aliments et que, à ce stade, les pouvoirs publics doivent largement se saisir de ces différentes voies de contamination et considérer ces différentes voies de contamination et d'exposition à l'hexane, c'est-à-dire sur les huiles et les produits d'origine animale. On va revenir tout de suite après sur les produits spécifiquement. Juste pour vous dire, on n'a pas sélectionné des produits n'importe comment et au hasard. On a eu des critères pour sélectionner ces produits. Le premier critère, c'est celui que je disais, la susceptibilité du fait du type de produit et du fait qu'on pourrait retrouver potentiellement des résidus d'hexane dans ces produits-là. C'est le premier critère. Et le second, on a simplement regardé les parts de marché en France et on a regardé du côté des marques privées et des grands distributeurs les produits qui étaient les plus consommés par les Français et les Françaises. Et ça nous a permis de faire des choix. Et donc, si on passe à la slide suivante, euh, ça, je pense que je l'ai dit, c'est le choix de notre laboratoire. On l'a choisi pour des raisons
notamment pour la méthodologie fine qui pouvait nous apporter pour aller détecter des résidus d'hexane, même en très faible quantité. Parce que c'est un peu l'enjeu, c'est que même s'il y a des résidus d'hexane extrêmement fins, il faut être en mesure de les identifier pour documenter les différentes voies de contamination et donc les différents produits qui sont concernés, comme ceux que j'ai expliqués. Et donc, c'est la raison principale, au-delà du fait qu'il avait d'autres références et d'autres partenaires académiques et scientifiques, c'est la raison principale qui nous a poussé à travailler avec ce laboratoire pour sa méthode extrêmement fine, qui est moins fine que les tests qu'on peut effectuer sur les PFAS, mais assez similaire aux méthodologies qu'on peut effectuer sur certains pesticides. Et donc, pour avancer et laisser du temps à notre discussion et à vos questions après, voici du coup les huiles qu'on a testées. Je précise que donc il y a des huiles d'un groupe agroalimentaire et des huiles d'un marque distributeur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a sélectionné ces deux types de consommation-là pour être le plus représentatif de la consommation des Français et des Françaises. Et dans les huiles qu'on a testées, les huiles Isio 4 et les huiles Le Sieur appartiennent au groupe agroalimentaire Avril, qui, selon nous et selon nos recherches surtout, est au cœur de ce scandale sanitaire et j'y reviendrai très brièvement après. Du côté des beurres, pareil, ça c'est la typologie de beurre qu'on a testé, donc des beurres Président, LF Vire, Paysan Breton, etc. Et donc là, je reviens sur mon explication pour qu'on soit les plus pédagogiques possible. Si on en retrouve dans des beurres, c'est du fait du passage par le biais du tourteau. Donc c'est pour ça qu'on va regarder les beurres et qu'on s'est intéressé à ces questions-là. De même pour la slide suivante et les laits. Les laits, du coup, pour le coup, du lait de vache ou du lait infantile. Le lait infantile, c'est un peu plus complexe parce que la composition est extrêmement complexe à comprendre et extrêmement, du coup, diversifiée. Il y a tout un tas d'éléments, d'ingrédients dans les laits infantiles, mais du coup, la contamination par le biais des laits infantiles, qui est évidemment extrêmement inquiétante du fait de la vulnérabilité de ces personnes, elle peut se faire soit par le fait que des laits infantiles sont composés de lait de vache, ou de produits de type léchitine de soja qui vont du coup être différentes voies de contamination possibles. Mais donc nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'on en retrouve dans cette diversité d'aliments et notamment dans du lait infantile, alors même que, comme l'a expliqué Guillaume en introduction, l'hexane est neurotoxique, il peut avoir un impact sur le développement neurologique, ce qui est particulièrement grave sur des jeunes publics, et alors même que l'hexane passe effectivement la barrière placentaire, et donc ça fait un certain moment d'exposition régulier, alors même que c'est à des moments cruciaux pour la croissance neurologique des jeunes enfants. Et la dernière slide. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a aussi testé des produits, dans les produits d'origine animale, on a aussi testé de la viande et on a aussi testé des œufs. Encore une fois, on n'a pas mis les œufs en photo pour ne pas porter à confusion. Dans les œufs, on n'a pas retrouvé des résidus d'hexane considérés comme significatifs. Pour autant, dans le poulet, on en a retrouvé dans des cuisses de poulet Monoprix. Dans les autres, on n'a pas retrouvé des résidus considérés comme significatifs. Ce que ça confirme, c'est que et ce que ça amène à travailler, c'est que on peut retrouver des résidus hexane dans de la viande, comme on peut en retrouver dans des produits d'origine animale, type le lait, des produits laitiers, pardon, et que de toute manière, il est nécessaire de poursuivre ces recherches avec des méthodologies aussi fines que celles qui ont été menées par notre laboratoire, et donc il est nécessaire de continuer de documenter cette exposition à l'hexane par la voie alimentaire. Euh, et donc, pour conclure sur notre enquête, on peut passer à la slide suivante, merci beaucoup. Nous, chez Greenpeace, on s'est aussi penché sur la responsabilité des industriels. Évidemment, l'enjeu, c'était aussi de documenter qui utilise ce solvant pétrochimique, quels sont le type d'acteurs qui utilisent ce solvant pétrochimique. Et donc, comme le disait Guillaume en introduction, ce procédé, il est largement utilisé, il est même devenu central dans l'industrie agroalimentaire pour extraire les huiles de colza, de tournesol et de soja. Nous, ce qu'on a documenté, c'est que ça, c'est une cartographie qu'on a faite des usines d'extraction
d'extraction d'huile sur le territoire hexagonal. Et donc, vous voyez qu'il y a à la fois ceux qui utilisent de l'hexane, du coup, je crois que c'est la couleur rouge, voilà, c'est ça, et ceux qui n'utilisent pas d'hexane qui sont en jaune. Ce qu'on constate, c'est que la majorité, donc 2 tiers des usines françaises, n'utilisent pas d'hexane. Donc, une grande majorité n'utilise pas d'hexane. Et donc, c'est bien par ailleurs la preuve qu'on peut faire sans hexane, qu'on peut produire des huiles sans utiliser ce solvant pétrochimique neurotoxique. Mais que ceci étant dit, les triturateurs qui utilisent de l'hexane ayant une rentabilité tellement maximale du fait de l'hexane, c'est 90% des graines oléoprotéagineuses qui sont triturées dans des usines utilisant de l'hexane. Donc si je résume, on a une majorité d'usines qui n'utilisent pas de l'hexane, qui nous démontrent qu'on peut faire sans hexane, mais du fait de l'ultra-rentabilité de l'hexane et de la prédominance de certains acteurs industriels agroalimentaires, la majorité des graines oléoprotéagineuses du pays sont triturées, la grande majorité, 90%, sont triturées avec de l'hexane. Et donc, nous, on a documenté la responsabilité d'un acteur agroalimentaire en priorité. On ne va pas développer là-dessus parce que ce serait un sujet en soi, mais je le cite quand même. On a développé et exposé la responsabilité d'un agro-industriel qui est le groupe agroalimentaire Avril. En 2 mots, pourquoi on pointe sa responsabilité? Là, vous voyez la cartographie qu'on a menée dans le cadre de notre travail. Vous voyez que d'un côté, il y a les usines appartenant à Avril. Donc, ces usines sont sous le nom de CEPOL. Si vous tapez usine Hexane Avril, vous ne trouverez rien. C'est les usines nommées CEPOL. Donc ça, c'est les usines d'Avril qui utilisent qui triturent avec de l'hexane. Et de l'autre côté, c'est tout un tas d'autres acteurs qui sont également des mastodons de l'industrie agroalimentaire. Mais ceci étant dit, quand on met en perspective tous les autres transformateurs qui utilisent de l'hexane et les usines d'Avril Cepol qui qui triturent des graines avec de l'hexane, le constat qu'on fait, le résultat qu'on fait avec nos calculs, c'est que Avril, le groupe agroalimentaire Avril, transforme plus de la moitié des graines oléoprotéagineuses du pays, soit 52%. Et la moitié de ces graines oléoprotéagineuses qui sont triturées par Avril, elles sont, dans une très grande majorité, triturées avec de l'hexane. Alors même que le groupe agroalimentaire Avril sait faire sans hexane, parce que toute une partie du procédé d'extraction ne nécessite pas d'utiliser ce solvant pétrochimique. Et on pointe également sa responsabilité parce qu'il détient des marques d'huile dans lesquelles on retrouve des résidus d'hexane, notamment les marques qu'on a mentionnées tout à l'heure, les marques Puget, Le Sieur, pardon, Puget c'est pour un autre type d'huile, et Isio 4. Et donc, pour On va conclure, conclure, Sandy, si tu on peux. conclut. Oui, Merci. tout à fait, je conclue. Merci beaucoup. On peut passer à la slide suivante qui est la dernière. Pour conclure, nous, ce qu'on demande au niveau politique et qui fait écho à la publication à la publication d'un rapport aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous, on demande l'interdiction dans l'industrie agroalimentaire de ce solvant pétrochimique. On considère qu'il ne faut pas attendre les processus de réévaluation au niveau européen que je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que ça peut être long. Et en attendant, il y a une exposition et des dangers du fait de cette exposition qui se poursuivent. Donc, on appelle les législateurs au niveau français à se saisir des conclusions de la mission d'information et du rapport dont je viens très brièvement de vous parler pour améliorer la réglementation française et protéger les consommateurs. Au niveau européen, se saisir de ces processus de réévaluation, notamment en définissant ce qu'on appelle une dose journalière admissible, qui aboutira certainement à une forme d'interdiction sur l'hexane. Et enfin et surtout, soutenir les autres méthodes de trituration, notamment la trituration mécanique et par pression à froid, c'est-à-dire qui n'utilisent pas de solvant pétrochimique. Et c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandy. Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Vous avez été très, très, très nombreux et nombreuses à nous poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Nous en avons sélectionné quelques-unes pour nos intervenants. Je commence par lire la première. L'hexane est-il utilisé pour l'extraction de l'huile d'olive? Y a-t-il de l'hexane dans les huiles de pression à froid? Est-ce que les huiles bio sont traitées par l'hexane? Il m'a semblé voir que ce n'était pas le cas pour les huiles végétales, mais je me pose la question quant à l'alimentation animale. Je vous remercie de votre réponse.
Je vais répondre sur ce Très point-là. brièvement, Guillaume, pour pas Oui, très vite. qu'on explose Non, notre temps. Merci beaucoup. les chartes, toutes les chartes de l'alimentation bio interdisent strictement le recours à l'utilisation à l'hexane. Donc, on n'utilise pas d'hexane ni pour faire les huiles, ni pour faire les margarines, ni pour faire le chocolat, la lécithine de soja, du chocolat bio, etc. Et bien sûr, les animaux de la filière bio n'ont pas le droit d'être nourris avec du tourteau qui aurait été trituré avec de l'hexane. Donc non, pas d'hexane en bio. Et également, je fais du même coup, non, pas d'hexane dans l'huile d'olive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle soit bio ou qu'elle soit pas bio. Hein. L'huile d'olive, il y a tellement d'huile dans l'olive que c'est pas intéressant pour les industriels d'aller chercher de l'huile supplémentaire, avec une, précaution quand même. Il y a un type d'huile seulement qui est mais c'est pas vraiment de l'huile d'olive, c'est ce qu'on appelle de l'huile de grignon d'olive. Et il faut être vigilant. Par exemple, je remarque qu'à chaque fois en période de Ramadan, bon, quand on commence à cuisiner beaucoup de fritures, et on voit beaucoup d'huile de grignon d'olive. Et cette huile de grignon d'olive, elle est très souvent extraite à l'hexane. Pas en bio, hein, mais en conventionnel. L'huile de grignon d'olive, c'est l'huile qui est obtenue à partir d'un traitement des noyaux écrasés d'olive. Mais globalement, pour les huiles d'olive et pour tout le bio, il n'y a pas d'hexane dans le processus. Très bien, merci. Deuxième question, depuis quand l'hexane est utilisé dans l'industrie alimentaire? Si l'hexane est si dangereux pour nous et probablement pour les animaux, pourquoi le principe de précaution ne s'applique-t-il pas pour interdire son utilisation? Alors, je vais répondre là-dessus encore, puisque le livre que j'ai écrit justement est consacré à ça. Je fais l'histoire en fait de l'hexane. Depuis quand? L'hexane, on sait très bien à partir de quand ça commence à être utilisé. Ça commence à être utilisé à Chicago par un industriel dans les années 30. Je raconte, bon, je fais toute une partie, en fait, la moitié de mon livre est justement sur cette saga de l'hexane. Donc Chicago, 1930, après la crise de 1929, ils veulent produire plus. Et en France, c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale qu'on commence à utiliser des solvants hydrocarbonés, hein, des solvants d'hydrocarbures. Et c'est vraiment à partir de la fin des années 50, puis 60, 70, que là, tous les gros industriels s'équipent. Pourquoi? Parce que ça permet d'obtenir beaucoup. Une précision, Mélanie, si tu me permets, c'est que au début, c'est ce que je raconte dans le livre, au début, et c'est ça le cœur de l'histoire, le cœur du drame, au début, on pensait que l'hexane était inoffensif. C'est-à-dire, ce que je raconte dans le livre, c'est que les toxicologues des années 30, américains, allemands, tout le monde pensait que l'hexane ne se métabolisait pas, n'allait pas se transformer, qu'on l'ingérait, tant pis, ça passe dans l'urine ou dans les fesses et c'est éliminé. Et il a fallu comme ça plusieurs décennies on a vu les premiers signes dans les années 60, puis vraiment l'évidence s'est imposée dans les années 70, c'est qu'en réalité, l'hexane n'est pas du tout inoffensif comme on l'avait postulé à la base, comme on l'avait postulé au début. Au contraire, il est neurotoxique, sauf qu'entre-temps, et c'est ça le drame, la catastrophe de l'hexane, hein, la catastrophe sanitaire de l'hexane, entre-temps, ben, tous les industriels s'étaient équipés. Et c'est des équipements tellement colossaux, tellement massifs, tellement capitalistiques qu'ils ont traîné des pieds, c'est vrai, quand on leur a dit qu'il fallait trouver une autre solution. Merci. J'ai une nouvelle question. Si l'hexane est pur, normalement assez volatile, il devrait totalement se vaporiser lorsqu'il est chauffé, non? Alors, je vais encore répondre sur ça. Oui, en théorie, et c'est quelque chose justement que vont souvent dire les industriels en disant ah ben l'hexane en fait est justement l'hexane qu'on choisit se vaporise à une certaine température, s'évapore à une température d'ébullition plus basse, sans rentrer dans les détails, que la température de l'huile. C'est un argument qui est très souvent mis par les industriels. Le problème, c'est que le solvant, l'hexane, est lipophile. Ça veut dire qu'il il aime l'huile, donc il s'accroche à l'huile. Et ça veut dire que
quelle que soit la technique de désolventation et les appareils de désolventation, il va toujours rester des petits résidus d'hexane qui s'accrochent dans les produits lipidiques et encore plus dans le tourteau. Pourquoi? Parce que le tourteau, c'est une matière irrégulière, il y a des poches et l'hexane va rester fixé. Il y a beaucoup d'études en fait sur la façon dont l'hexane le tourteau, c'est un peu, c'est pas spongieux, mais vous voyez, c'est pas une substance liquide régulière, c'est une substance granuleuse avec toutes sortes de formes. Eh bien, l'hexane va se loger en fait dans ces petites poches du tourteau, et même s'il y a un processus de désorption, ça veut dire de l'hexane va s'évaporer même pendant le transport du tourteau, eh bien, il va souvent rester des résidus de cet hexane lorsque ça va arriver dans les usines qui vont fabriquer les aliments pour animaux. Donc encore une fois, oui, c'est vrai que sur le papier, on peut comprendre la logique qui est que comme il a une température d'ébullition qui est plus, l'hexane a une température d'ébullition qui est plus basse que la température de l'huile, comme on chauffe l'huile, eh bien, il devrait tout disparaître. Dans les faits, dans la réalité, en fait, comme le solvant est fortement lipophile, il a été choisi pour ça, eh bien, il y a des résidus qui ont tendance à s'accrocher, en fait, aux lipides. Très bien, merci. Euh, Nouvelle question. Le mensuel Que choisir a sorti un article tendant à discréditer l'alerte de Greenpeace et de Guillaume Coudray. Pouvez-vous en dire quelques mots? Merci. Euh, Est-ce que tu veux répondre, oui, Sandy, et oui, puis peut-être que oui, je compléterai puisque je ouais, suis... je veux bien répondre. Oui, oui, merci beaucoup. Je veux bien répondre. Euh, alors, premièrement, je ne dirais pas que ça vise à discréditer. C'est un peu tout l'enjeu, je dirais, autour de cet article. Quand on regarde le texte, il y a écrit noir sur blanc que l'alerte est légitime. Déjà, c'est dans un premier élément de rappeler que c'est écrit noir sur blanc que l'alerte est légitime, que c'est légitime de lancer l'alerte autour de l'hexane. Donc, il n'y a pas un discrédit qui est jeté sur nos travaux. En revanche, il y a des tests qui ont été menés avec un autre laboratoire. Qui, a priori, n'aboutissent pas aux mêmes conclusions que nous. Moi, j'ai envie de dire que le fait que des acteurs s'intéressent à ce sujet-là, c'est bien qu'effectivement, le sujet a émergé dans l'opinion publique et qu'on a fait déjà une première partie de notre travail, c'est que le sujet a émergé dans l'opinion publique et que donc tout un tas d'acteurs sont en train de se saisir de cette question-là. Donc, que l'UFC s'en saisisse et s'intéresse à cette question-là en tant qu'association de défense des consommateurs, c'est évidemment intéressant. Pour autant, nous, on échange avec les équipes de l'UFC et on a besoin de comparer un peu plus finement la méthodologie qui a été effectuée par leur laboratoire et la méthodologie qui a été effectuée par notre laboratoire pour pouvoir en faire une comparaison et une conclusion fine, chose qu'on a eu peu le temps de faire pour le moment entre la publication de leur rapport et le nôtre. Ceci étant dit, on était en échange avec eux avant. Euh, on, euh, on est peut-être un peu plus critique sur le titre de l'article, mais on continue d'échanger avec l'UFC, notamment pour pouvoir mettre en perspective nos résultats et leurs résultats. Euh, Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je dirais, c'est que l'article pointe la présence et l'implication d'un acteur du coup de l'entreprise Ecoxtrax, si vous avez lu l'article, dans l'implication et dans l'alerte autour de l'hexane. Nous, on est beaucoup plus mesurés autour de ça. Évidemment qu'il y a des acteurs industriels, et là, en l'occurrence, c'est plutôt une start-up, mais en tout cas, qu'il y a des acteurs économiques privés qui s'intéressent à ces questions-là. Nous, on ne fait pas on ne propose pas dans nos recommandations politiques de soutenir la mise en place, de remplacer l'hexane par un autre solvant, même si celui-ci est en cours, enfin, a été réévalué au niveau européen est considéré comme beaucoup moins dangereux que l'hexane. Ça, c'est un fait, hein. Il a passé tous les processus réglementaires tout récents. Malgré ces raisons-là, malgré tout ce contexte-là, pardon, nous, chez Greenpeace, c'est pas un solvant. On ne fait pas la promotion de ce solvant alternatif ou d'un autre solvant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se concentre sur des réglementations politiques autour de la trituration mécanique. Et pour autant, et dernier point là-dessus, désolé, c'est un peu long. euh,
On considère que l'alerte autour de l'hexane ne se résume pas à cet acteur et qu'il y a bien tout un tas d'acteurs, notamment scientifiques, qui s'emparent de cette question de longue durée. Mais on discute de tout ça avec les équipes de l'UFC. Si je peux ajouter juste un point là-dessus, moi j'ai fait une tribune en fait dans le Nouvel Obs pour pointer quelques-uns des problèmes. C'est un euphémisme que je vois non pas dans les éléments, par certains éléments intéressants qui ont été apportés par le papier de Que choisir, mais comme le dit Sandy, c'est un peu le cadrage, un peu un double discours qui était à la fois de dire il y a alerte, l'alerte est légitime, l'alerte est importante, mais en même temps, l'alerte n'est pas importante parce qu'elle risque de bénéficier, elle pourrait bénéficier à un acteur industriel. Moi, j'ai travaillé pendant des années sur un autre sujet qui était le nitrite. Ce que je souligne dans la tribune pour l'Obs, c'est que s'il n'y avait pas eu un acteur industriel, en l'occurrence plusieurs fabricants en fait de jambon qui avaient lancé des technologies pour fabriquer des jambons sans nitrite, on serait toujours au même point qu'en 2015 quand j'avais commencé, c'est-à-dire que tous les jambons seraient nitrités. Donc, je veux dire, on remplace pas une solution neurotoxique et reprotoxique par du rien. Le fait que des acteurs industriels s'emparent d'une alerte et puissent potentiellement la pousser, c'est pas ça qui doit neutraliser l'alerte. Encore une fois, c'est comme alors il y a eu plein de médias qui ont on va dire du type Le Point, etc., qui ont dit par exemple sur l'alerte sur le mercure ou dans le thon, ah mais non, mais tout ça c'est fait pour favoriser une association bon, ou bien sur l'alerte sur le cadmium dans les sols, ce serait pour tout ça, ça aurait été télécommandé par un industriel russe qui voulait vendre sa technologie, etc., plutôt que au déficit de l'agriculture française. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas d'alerte sous prétexte qu'une alerte bénéficie potentiellement à une start-up, un industriel, à deux, trois, quatre acteurs industriels, ce n'est pas ça qui neutralise l'alerte. L'alerte est là, Que choisir le reconnaît parfaitement. Et puis, ce que je dis, je me permets de renvoyer parce que c'est une tribune assez Très, longue très que j'ai fait dans rapidement, le Nouvel Guillaume, Obs. on a Le, beaucoup le, de je questions. me, il y a plusieurs points qui m'ont chagriné dans cet article de Que choisir, c'était notamment faire comme si, et ça je pense que c'est vraiment une erreur historique, faire comme si l'alerte sur l'hexane était apparue en 2022. C'est totalement faux. Ce que je raconte, notamment dans la tribune, c'est qu'il suffit de quelques clics sur Internet pour voir que l'Institut Cornucopia aux États-Unis, en 2010, faisait déjà une énorme campagne, que c'est une ONG américaine de la bio, faisait déjà une énorme campagne sur l'hexane. Ce que je raconte dans mon livre, c'est que l'alerte sur l'hexane, elle s'est construite sur des décennies. C'est un peu court en termes de recherche de croire qu'elle est apparue juste en 2022 parce qu'il y a un industriel qui a sorti ça de son chapeau. C'est totalement faux. Merci Guillaume. On arrive déjà à notre avant-dernière question. Je vais vous demander de faire très court, très succinct. Est-ce que le taux d'hexane est détectable par une simple prise de sang ou comment savoir si on est contaminé? Existe-t-il des données ou des hypothèses scientifiques suggérant un lien entre l'exposition à l'hexane et le développement de maladies telles que l'endométriose? Alors, je me permets de répondre. Endométriose, moi, j'ai rien vu, peut-être que Sandy, mais je pense que c'est déconnecté. Là, les choses solides, je l'ai dit tout à l'heure, je vous renvoie à l'infographie, c'est neurotoxicité, reprotoxicité et suspicion de perturbation endocrinienne. Sur l'endométriose, j'ai rien vu. Après, sur la question de la détection dans le sang, oui, on peut détecter. Alors, est-ce que au laboratoire en ville, on peut détecter? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais en revanche, par exemple, il y a des études italiennes intéressantes qui ont montré que il est quasiment impossible aujourd'hui, dans des populations des pays industrialisés, de trouver des personnes qui n'ont pas des marqueurs d'exposition à l'hexane dans le sang.
Oui, Très et bien. je m'ajouterais sur cette que il y a une étude qui a été menée en Italie sur une cohorte de 90 personnes qui ne sont pas exposées à l'hexane de manière professionnelle. Ça veut dire que sur des personnes qui ne travaillent pas dans des industries utilisant de l'hexane, on a retrouvé dans des urines, donc par le biais de tests dans des urines, des résidus d'hexane sur ces populations-là qui ne sont pas exposées par la voie professionnelle. Donc, c'est évidemment des choses assez complexes à mettre en œuvre avec un laboratoire. Vous ne pourrez pas le faire à l'échelle individuelle et très coûteux par ailleurs. Mais cette étude-là spécifiquement sur les urines nous permet de confirmer qu'il y a bien d'autres voies d'exposition que la voie d'exposition professionnelle et donc que par l'inhalation, ce qu'on appelle par la respiration de l'hexane par le biais du travail et de la profession quand on travaille dans des industries utilisant de l'hexane. Merci. Dernière question avant de conclure. Allez-vous engager une action collective contre les vendeurs d'huile, par exemple, pour information mensongère, indépendamment du respect des doses autorisées? Les fabricants s'abritent derrière l'absence d'obligation d'étiquetage. Alors, sur la suite, en tout cas nous, ce qu'on espère mener chez Greenpeace, euh, dans un premier temps, sur la question, sur l'élément mensonger, nous, on n'a pas réfléchi encore à date à une stratégie juridique très claire et malheureusement, de toute manière, je la dirai pas ici parce que ce webinaire n'a pas vocation à rester confidentiel et du coup, je ne doute pas que certaines personnes pourraient nous écouter pour écouter la stratégie qu'on décide de mener, donc je la révélerai pas ici. Pour autant, ce qui est certain, c'est que sur la question des usines notamment CEPOL, est écrit naturellement de la graine à l'huile. Et donc là, on a bien effectivement quelque chose que nous, on a qualifié dans notre rapport d'une communication de l'ordre de communication mensongère, en tout cas sur la question au niveau de la communication des usines. Donc, il faut effectivement être très vigilant aux termes qui sont employés en termes de communication sur les usines, sur les bouteilles d'huile, etc. Pour autant, ce que je peux vous dire sans révéler pleinement notre stratégie, c'est que on compte bien batailler pour la protection des consommateurs, c'est-à-dire suivre les processus de réévaluation au niveau européen qu'on vous a cité tout à l'heure. J'ai vu dans le chat une question de quelqu'un qui disait, est-ce que les processus de réévaluation au niveau européen peuvent aboutir à l'interdiction? Ce sera pas aussi direct que ça, mais on peut espérer et faire en sorte et s'assurer de faire pression sur les autorités européennes, sur les pouvoirs publics, vous en tant que citoyen, dans la bataille que vous pourrez mener à nos côtés. Pour s'assurer que ces processus de réévaluation soient suffisamment ambitieux. Ça veut dire prennent en compte toutes les études scientifiques, sanitaires qu'on a sur la table et on peut espérer que la prise en compte de ces récentes études aboutira à une réglementation plus ferme, ce qui veut dire pas directement une interdiction, mais ce qui veut dire des LMR beaucoup plus ambitieuses, des LMR qui prennent en compte le fait que les produits d'origine animale sont une voie de contamination possible, donc que déjà ça soit encadré par la réglementation, que les LMR dans les huiles soient beaucoup plus ambitieux, ou qu'on mette en place ce qu'on appelait une dose journalière admissible, et donc une dose journalière admissible qui serait certainement si elle est réellement protectrice, qui serait une forme d'interdiction indirecte. Ça, c'est au niveau européen et au niveau français. Il y a la mission d'information qui a été menée pendant des mois, qui a interrogé tout un tas d'acteurs autour de l'Hexane, qui a publié aujourd'hui les conclusions de cette mission d'information autour de cette mission d'information sur l'Hexane. On espère que les parlementaires français, donc c'est-à-dire les députés et les sénateurs, vont se saisir de cette mission d'information pour porter un projet de loi au niveau français dans les prochains mois pour soit à minima étiqueter les produits dans lesquels on peut retrouver des résidus d'hexane, c'est-à-dire les huiles et les produits d'origine animale. Mais bon courage parce que c'est évidemment assez complexe sur la partie origine animale. Donc à minima ceci. Et nous, ce qu'on espère, c'est quelque chose qui permettra d'accompagner les filières en soutenant les alternatives, notamment les alternatives, donc la pression mécanique, la pression à froid, pour permettre d'arriver à une interdiction totale de l'hexane dans l'industrie agroalimentaire. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre webinaire. Merci Guillaume, merci Sandy pour vos présentations et le jeu des questions-réponses.
Le livre de Guillaume est disponible dans les librairies. Le titre, c'est De l'essence dans nos assiettes aux éditions La Découverte. Et puis sur le site de Greenpeace France, vous pourrez retrouver le rapport d'investigation Nos aliments contaminés à l'hexane dont nous avons parlé dans ce webinaire. En complément, une pétition a été lancée pour demander l'interdiction de l'hexane. Elle a à ce jour recueilli près de 200 000 signatures. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à la signer ou à la partager autour de vous. Nous vous invitons également à soutenir financièrement les campagnes de Greenpeace France. Chaque don compte et nous permet de continuer notre travail. Vous avez le QR code qui s'affiche actuellement à l'écran pour faciliter vos contributions. Et enfin, sachez que nous vous enverrons très prochainement un email avec le lien vers le replay de ce webinaire et des ressources complémentaires. Merci encore pour votre participation, merci pour vos interventions et pour votre engagement. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Merci. Merci beaucoup.